Pour l'addition, donc nous le disions, chers auditeurs, nous retrouvons Maximilien Frisch que j'ai présenté il y a quelques minutes. Maximilien, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Bonjour Richard, bonjour, rebonjour Liselotte. Bonjour Maximilien. Alors, je vous ai quitté au moment où j'allais vous demander justement de présenter ce projet artistique que vous avez mis sur pied. Je vous laisse expliquer tout ça à nos auditeurs. Oui, je vais faire du deux en un. C'est absolument inédit. C'est-à-dire qu'effectivement, je sors ces jours-ci un quatrième roman qui s'appelle Folle, dont je vais vous causer un peu. Et pour accompagner la sortie de ce roman, pour les Parisiens, plutôt que de faire une simple dédicace dans le fond d'un bar ou le fond d'une librairie, j'ai décidé de faire un spectacle, ou plutôt une performance Ah. de lecture dialoguée avec un ami pianiste, et qui est en fait un écho à tout le dialogue qu'il y a dans le roman entre les arts et la littérature. Voilà. Donc, une double exposition, autant dire que c'est une année où je me mets totalement à nu, à la fois dans un livre et sur scène. Alors, grâce à Dieu, évidemment, il s'agit d'une métaphore. Enfin, grâce à Dieu, vous me pardonnerez, cher Maximilien, mais enfin, Oui. voilà, on n'est pas absolument certain que ce soit totalement appétant. Cette performance aura lieu à l'espace Bernanos après-demain, donc 15 mai à 20h30. Espace Bernanos, 4 rue du Havre, très belle salle. Et donc, c'est une poésie narrative ou une narration poétique, comme vous le dites, où vous nous faites passer de Louis Aragon à Jean Cocteau, de Paul Verlaine à André Suarez, tout en étant accompagné par votre ami pianiste de jazz. Et il y a au milieu de ces grands noms un autre nom qui étonne un tout petit peu, c'est Marceline Desbordes-Valmore, qui, Oui. si je ne m'abuse, est passée à la postérité pour... euh, enfin, j'étais en train de la confondre avec Rosemonde Gérard, mais voilà, Ah donc oui. les pipeaux. Mais donc, en l'occurrence, Marceline Desbordes-Valmore, donc paraît un peu moins du calibre de Aragon et Suarez et Cocteau. Alors, je l'ai choisi pour un texte qui s'appelle N'écris pas. Et d'ailleurs, j'ai découvert après ce texte avait été mis en chanson par Julien Clerc. N'écris pas, je suis triste et je vais mourir, etc. En fait, j'ai cherché des textes sur le thème de l'amour folle, puisque c'était le thème de mon livre. Et j'ai voulu tout faire converger vers cette question. Et je voulais vraiment trouver des textes où il y a la souffrance d'aimer, et il y a aussi le malin plaisir d'aimer souffrir d'aimer. Cette conjonction, alors bien sûr, Aragon, c'est fastoche parce que c'est un peu son thème de prédilection. Les autres, c'était moins évident. Ce qui était assez facile aussi, c'était Cocteau, puisque Cocteau a écrit cette phrase qui est la cause du roman Folle. Je vais vous la lire parce elle est extraordinaire. C'est une phrase issue de la pièce de théâtre L'aigle à L'Aigle deux à deux têtes. têtes, voilà, et qui dit: Mon Dieu, acceptez-nous dans le royaume de vos énigmes, évitez à notre amour le contact du regard des hommes, mariez-nous dans le ciel. Alors vous comprenez qu'avec cette phrase, quand un jeune homme reçoit cette phrase écrite par celle qu'il aime, la jeune fille, il reçoit à la fois l'élection, il sait que la jeune fille l'aime du même amour, du même élan, avec la même force, hein, acceptez-nous dans le royaume de vos énigmes, et en même temps, tout lui est ôté, puisqu'il ne faut pas que ça soit vu du regard des hommes, ça ne pourra jamais être public. Et mariez-nous dans le ciel, ça ne pourra jamais être consommé, sinon dans la mort. Donc vous voyez, élection, malédiction, on est dans la tragédie digne de Cocteau, vraiment. Et c'est la phrase qui rend Marteau le héros de mon roman. Et donc, je ne pouvais, dans ce spectacle de l'espace Bernanos, je ne pouvais pas faire l'impasse sur lire des extraits de L'Aigle à deux têtes. C'était indispensable. Folle, dans son orthographe, est assez médiévale, et quand vous dites aimer souffrir d'aimer, ça renvoie évidemment aux trouvères, aux troubadours et à toute cette littérature médiévale où on invente en fait un nouvel amour, on invente le fin amour, comme diraient les connaisseurs, qui est précisément de ne pas être dans la satisfaction immédiate du désir, au contraire de languir en permanence auprès de l'aimé, et si possible en choisissant les amours les plus impossibles pour être absolument certain de pouvoir en tirer le maximum de poésie possible. Exactement. Si vous voulez, il ne peut pas y avoir de littérature
sans que l'amour soit rendu impossible. Alors bien sûr, il y a plusieurs possibilités de le rendre impossible. Il y a la mort, alors là, mais on peut trouver d'autres choses. Là, en l'occurrence, dans le roman, c'est simplement une jeune fille qui, après avoir adoubé chevalier pathétique son amoureux, fuit, hein, c'est tout. Mais du coup, l'amour est rendu impossible et le jeune homme reste fidèle à cet amour impossible toute sa vie. Effectivement, Stéphane Barsac, qui a écrit la préface de mon roman, m'a mis dans cette filiation de l'amour de loin, du chevalier à la rose, de l'amour courtois. Et c'est très bien. Moi, j'avais plutôt en tête au début, et c'est pour ça que j'avais appelé Folle, les folles en Christ, et j'avais écrit comme ça, je t'aime comme les saints croient en Dieu. Voilà, c'est-à-dire dans cette à tâtons un petit peu, c'est-à-dire en quête de l'invisible, en quête de vouloir se relier à l'invisible. Et donc, il y a ce désir de rencontrer cet invisible et en même temps la souffrance de ne jamais l'atteindre complètement. Et donc voilà, j'ai transposé ça dans le domaine amoureux. J'avais appelé mon roman au début Folle en toi. Et puis mon éditeur a retiré le en toi, donc il reste folle, mais ma foi, c'est très bien comme ça aussi. Mais ça sonne très bien. Ce qu'il y a de remarquable dans ce roman, c'est effectivement ces amours adolescentes qui sont nouées, et puis après la jeune fille s'enfuit, en tout cas, enfin voilà, elle se déprend du jeune homme, et lui reste, comment dire, commis à cette tâche qu'on lui a donnée d'écrire cet amour, et effectivement, ça l'accompagne, mais jusqu'à ses 45 ans, il est comme ça, englué dans une espèce de mystique de l'amour, et il persiste à croire que s'il est fidèle, mais effectivement comme un chevalier errant obsédé par sa quête, s'il est fidèle à cet amour tel qu'il a été noué, forcément un jour l'aimer ressurgira, reviendra et le récompensera de toutes ses peines. Oui, alors en fait, oui, c'est tout à fait ça, mais il y a un malin plaisir puisque on lui a commandé d'écrire et finalement il s'aime lui-même en écrivant. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'emploie le mot anglais, et pardon à nos éditeurs, mais le spleen toy pour évoquer Baudelaire, c'est-à-dire c'est son jouet à souffrir, cette muse ectoplasmique qui est restée dans son souvenir. Et donc, il la conserve bien sûr par un amour sincère, par une volonté d'être le chevalier digne d'elle, mais aussi parce qu'il s'adore écrivant sur elle. Il aime souffrir et donc saigner de cette encre-là. Euh, donc c'est pour ça que le roman, c'était à la fois un roman sur une histoire d'amour, mais aussi le roman de qu'est-ce que la création et qu'est-ce que cette façon de ne jamais mettre un point final et prendre le risque de mourir, mais de se prolonger indéfiniment pour avoir une phrase de plus à dire, un compliment de plus à dire, dans lequel il se trouve beau lui-même, ce héros. C'est pour ça qu'on est à la fois dans Perceval, la grandeur, et dans Don Quichotte, le côté pathétique, parce que on ne s'incarne réellement que dans le pathétique, malheureusement. La tragédie n'arrive qu'en relecture. La vie est pathétique. Voilà. Donc il y Et a cette autodérision permanente dans le roman aussi. voilà, en fait, c'est moins une autodérision que la dérision de vous, écrivain, racontant cette histoire-là, parce que le personnage lui-même se prend plutôt au sérieux, et comme vous le dites, il est heureux de souffrir, il est heureux de se voir souffrir, il est très satisfait de voir que cette souffrance qu'il entretient à loisir, John Werther, Oui, lui permet d'être prolifique, et en fait, il est satisfait. Et donc, c'est plutôt le regard que vous posez sur lui, Sancho Panza, oui. omniscient, et aussi un peu le regard de son ami, un artiste qui lui est plasticien et non pas écrivain, et qui voilà essaie de temps en temps de dégonfler la baudruche. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, oui, c'est le fait d'avoir ce roman à la troisième personne, et donc c'est le narrateur qui ne prend pas au sérieux son héros. C'est effectivement cet ami peintre qui ne prend pas tout à fait au sérieux, qui pousse dans ses retranchements son ami. Mais lui, non, il est tout à fait sincère, d'ailleurs, comme Don Quichotte l'est, hein. Voilà, c'est juste le regard qu'on porte sur lui qui est distancié, effectivement. Alors, vous portez sur lui un regard distancié, et comme il n'y a pas de raison de s'arrêter ni aux arts plastiques ni à l'écriture, vous en profitez pour faire un éloge du jazz, ce qui nous permet de renvoyer évidemment
à ce spectacle, l'Amour folle, qui aura lieu après-demain à l'Espace Bernanos, puisque donc le jazz et les improvisations de votre ami Kirill Zaborov vont accompagner votre spectacle. D'ailleurs, il apparaît dans le roman, si je ne m'abuse. Mais c'est aussi le jazz, un des thèmes récurrents du roman. Oui, oui, ça irrigue vraiment tout le roman. Alors, il y a un peu de variété aussi, bien sûr, avec Barbara, mais après, on bascule dans le jazz, parce que le jazz, c'est pour le héros peut-être la possibilité de vivre malgré tout et de jouir de la vie par-dessus la tragédie. Non pas en négation de la tragédie, mais comment on peut faire la fête par-dessus la tragédie. Et donc, il est fan d'Ahmad Jamal, Miles Davis, bien sûr, et ça concourt vers l'apothéose autour d'un jazzman de Turquie, qui est mort il y a quelques années, mais qui remplissait les stades en Turquie, qui s'appelle Mustafa Kandirali, et qui était une espèce de Sidney Bechet, si vous voulez, du désert, qui nous emmenait sur son tapis volant comme un surf, et qui était absolument extraordinaire. Et voilà, je voulais côtoyer cette possibilité de vivre tout de même par-dessus la tragédie, comme certains dansent dans les cimetières, pourquoi pas après tout. Voilà. Et effectivement, Kirill Zaborov, avec qui je vais dialoguer, hein, puisque le piano, jeudi soir, ne viendra pas accompagner ma voix, mais répondre à mes propositions de texte. Je crois beaucoup au dialogue entre les arts. Je n'aime pas beaucoup l'illustration. Il ne vient pas illustrer, il vient dialoguer avec moi. Il ne fera pas que du jazz d'ailleurs, puisque c'est un compositeur qui est interprété par des grands interprètes, justement, et enregistré sur des disques. Et il jouera, voilà, il improvisera en prélude, en jazz, en valse et en fugue. Et selon la tonalité des textes, selon la tonalité que je donnerai aussi dans la lecture, il répondra à la fois sur des morceaux déjà composés, parce qu'il a ses fragments, et en puisant dans le creuset de l'improvisation, hein, qui est vraiment le creuset pour lui de la composition. Et effectivement, Kirill Zaborov, c'est d'autant plus important qu'il est présent effectivement dans le roman, à la fois comme ce pianiste que je rencontre, dans l'atelier du père, Boris Zaborov, qui est un grand peintre, mort il y a 2 3 ans, et qui d'ailleurs, je vous le dis, voit une rétrospective de son œuvre à la Maison Caillebotte à partir de samedi prochain, Maison Caillebotte à hier. Donc tout ça est très convergent, le dialogue entre la peinture et la littérature, et la musique et la littérature. Et c'est pour ça que je voulais faire événement, entre guillemets. Si vous voulez, quand on a un copain qui a du talent, alors quand on a un copain, pour le voir, on va boire un coup, on fait un barbecue. Bon. Et quand on a un copain qui a un talent, on essaie de faire Rassurez-moi, quelque chose. Maximilien Fritz, vous n'êtes pas en train d'établir des principes infrangibles de l'amitié. Ce n'est pas uniquement le verre et le barbecue. Non, on peut prendre le café le matin sur Radio Bon, Courtoisie. bon, parfait. Et donc, Mais quand on a bon, un copain qui a du talent comme vous, un qu'est-ce qu'on fait? talent ou une tare, hein, voilà, moi d'écrire, lui de composer, ben, on essaye de mettre en commun ces deux tares et de les faire dialoguer. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce spectacle qu'on avait déjà fait à Tours il y a un peu plus d'1 an, sur un thème beaucoup plus métaphysique, de réflexion, voilà, de lecture métaphysique. Je cherchais des textes à la fois performants, comme ça, qu'on puisse comprendre, et sur lesquels il y a un travail de la langue. Et là, cette fois-ci, bah, tous les textes convergent sur cet amour folle, voilà, qui correspond bien d'ailleurs à l'idée du baisement tout à l'heure. On est un peu désuet là ce matin, hein. C'est vrai. Dans cet amour folle, donc on l'a dit, donc vous racontez la manière dont cette jeune fille exaltée propose quelque chose d'exaltant à un jeune homme tout aussi exalté qu'elle. En cours de route, elle décide de remettre les pieds sur terre, et l'autre reste dans son empyrée un peu tout Oui. seul et finalement bien accompagné par lui-même. Et il y a quand même donc des personnages, donc ce narrateur qui est un peu ironique et qui souligne le ridicule de cette vie en apparence inutile, et qui finit par être abîmé en soi-même. Et il y a aussi le récit d'un bide mémorable qui est assez amusante. Oui, oui, un spectacle justement dans le roman, il monte un spectacle qui s'appelle Les deux amants et la corde, qui est sur une histoire qu'il avait écrite dans son adolescence, et qu'il veut mettre en scène pour parachever finalement l'offrande à sa dulcinée, et pour dire, ben voilà, je suis allé jusqu'au bout de mon amour.
Et effectivement, c'est un bide, il y a 3-4 personnes, etc. Et vous voyez que j'aime, comment dire, l'ironie et l'humiliation, le risque de l'humiliation, puisque voilà, je monte un spectacle moi-même sur ce thème-là. Je ne monte pas les deux amants et la corde, mais il y a quand même chez moi toujours un malin plaisir à mélanger la fiction et la réalité, à, à croire que c'est l'écrit qui engendre la réalité, comme ça avait été le cas un peu avec Apôtre d'opérette, mon précédent roman. Et c'est peut-être là aussi un malin plaisir, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un bide, oui, il y a un bide dans ce roman. Si vous voulez, je vous l'ai montré, c'est la partie centrale du roman, toutes les impasses de l'âge adulte, les impasses grotesques. On essaye de bouger les bras pour dire qu'il faut faire quelque chose. Alors, il y a bien sûr le monde du travail qui est vraiment le summum du grotesque. Il y a aussi parfois cette volonté d'écrire dans les réseaux sociaux, sur des blogs, et le fait d'être lu de travers, mal compris, etc. Et puis il y a à la fin, voilà, dire bon, ben, allez, comme je n'arrive pas à être compris dans les blogs où j'écris, comme le monde du travail est un monde où je suis réduit à ma fonction et c'est insupportable, eh bien, je vais faire ce spectacle et je vais jusqu'au bout du bide. Voilà. Quand vous décrivez votre personnage, donc avec beaucoup d'ironie, il a ce caractère très pathétique, est-ce qu'en même temps, justement, c'est pas l'une des impasses de l'âge adulte de trouver cette émotion, cette naïveté d'enfant? Souvent, on dit voilà, qu'il faut savoir garder une âme d'enfant, et c'est probablement ça aussi, savoir garder cette quête de l'idéal, y compris dans l'amour. Est-ce que l'une des impasses de l'âge adulte, c'est pas d'être désabusé de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension assez noble, finalement, dans la quête de votre héros? Oui, oui, mais vous avez raison, Liselotte. C'est vraiment, en fait, cette distance est là est une pudeur pour apporter l'histoire, le roman au lecteur. Mais en fait, c'est un livre à lire au premier degré, hein, comme d'ailleurs la plupart des choses que j'écris. Euh, L'enfance de l'art, qui est la première partie du roman, est tout à fait authentique. Il y a cette partie du milieu qui représente les impasses de l'âge adulte, et ça se termine par retour à la case départ, c'est-à-dire comment, après cet âge sans âme, qui est l'âge adulte, parce que finalement, il n'y a que deux âges intéressants, la jeunesse et la vieillesse. Entre les Ah, ça, deux, c'est Liselotte et moi, ça, c'est notre quotidien. oui, c'est ça. Ça rend la matinale Et, très intéressante, de fait. mais oui. Voilà. Et donc voilà, comment on peut, malgré tout, pas forcément revenir à la case départ, mais en tout cas renouer sans phare avec l'idéal de sa jeunesse. Voilà, c'est la vraie question et je ne vais pas dévoiler la fin, bien sûr, mais c'est la vraie Mm. question de la fin. Comment on peut se prolonger après l'âge adulte? Dans votre spectacle, donc L'amour folle qui reprend en partie le thème du roman, vous avez sélectionné plusieurs poèmes, et notamment vous avez sélectionné Maximilien Frisch, ce qui me paraît une très bonne idée, puisque vous êtes à la fois l'auteur et l'interprète de vos propres œuvres, et donc on fait confiance à votre goût, et régulièrement sur Radio Courtoisie, vous venez nous présenter des auteurs remarquables. Le fait que vous ayez choisi celui-là nous paraît être le signe manifeste qu'effectivement vous avez un vrai talent de critique. Écoutez, c'est un culot extraordinaire parce que j'utilise un pianiste, compositeur de talent reconnu. J'utilise une salle extraordinaire, l'Espace Bernanos. Je convoque tous les morts que j'aime, hein, Cocteau, Verlaine, etc. Et je prends tous ces gens comme un piédestal, un point d'appui, tout ça pour me lire. Vous vous rendez compte quand même ce culot. Mais il paraît que le culot, c'est quand même l'autre nom de l'art ou de la création. Il faut avoir le culot de s'imposer comme ça. Alors effectivement, je me lis et je lis des extraits de Foll, un extrait qui est plutôt jazzistique et l'autre extrait qui est vraiment euh, la lettre d'amour pleine de lucidité de l'homme à arriver en fin de course. Voilà. Euh, donc il Vous avez cité plusieurs pianistes de jazz, plusieurs musiciens de jazz, Miles Davis, Sidney Bechet, Mustapha Kandirali. Mais merci, je crois qu'on l'a tous découvert ce matin. Juste une petite question vicieuse. Donc, c'est l'Action française qui a été le principal introducteur du jazz en France.
parce que il y avait vraiment une communauté très en faveur de ces musiques régionalistes parties aux États-Unis. Et donc, il y avait une espèce d'appétit de Louisiane chez les monarchistes français. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé? Parce qu'effectivement, Mustapha Kandirali, on est quand même un peu loin du jazz des origines. Ah oui, là, enfin, on n'est pas loin dans la tonalité parce que je vous l'ai dit, c'est très New Orleans finalement, même si c'est un New Orleans du désert, un New Orleans salé, de la Méditerranée. Mais non, alors je découvre que l'Action française s'était intéressée au jazz et je m'en réjouis. C'est vraiment très bien. Non, moi, le jazz, ça m'a toujours habité. J'ai beaucoup aimé Ahmad Jamal dans cette question du silence qui est le lieu de l'élan, où il puise et il revient. Cette façon d'esquinter les motifs aussi, cette façon de décevoir qu'il y a parfois dans le jazz quand ils reprennent des mélodies et puis disent maintenant, je ne vais pas vous la jouer en entier, je vais vous la massacrer un petit peu, entre guillemets, c'est-à-dire pour aller vers l'improvisation et ailleurs. Et ça m'a toujours intéressé, sans doute là aussi mon obsession qui est l'art de décevoir, entre guillemets, c'est-à-dire l'art de décevoir pour aller ailleurs, pour ouvrir d'autres portes. Mais je suis très heureux que l'Action française ait aimé le jazz. On en parlera une autre fois et, sur l'antenne de Radio Courtoisie. Dans votre roman, il y a effectivement des références, voilà, Cocteau, Hermann Hesse, mais aussi Barbara, Yves Simon. Il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas une grande culture et une petite culture, une culture populaire et une haute culture. Il y a au contraire voilà, un appétit, une capacité à entendre, une capacité à lire, et qu'il faut un peu s'affranchir des étiquettes bon, mauvais, très, très bien, je pourrais aller chez Gallimard avec ça, ou attention, ne pas en parler dans les dîners en ville. Oui. Effectivement, nous sommes tous dans un bain, quoi. On est baignés. Et j'aurais pu faire l'impasse sur les scènes où je parle de peinture, les scènes où je parle de variété, où je parle Mais j'estime qu'on donne un écrin au personnage et plutôt que de le décrire en disant il est grand, il est blond, il est musclé, je Vous faites votre préférais portrait, Maximilien. tout à fait, vous l'avez compris, je vous remercie. Euh, Plutôt que de dire ça, je préfère dire bah, il est obsédé par cette phrase d'Yves Simon où il dit nous avons miséré ensemble et je l'aime. Il chantonne Barbara, l'homme en habit, cette histoire de chanson où un homme habillé en costume de mariée finit par se jeter dans la Seine avec un petit air narquois chanté par Barbara. Et moi, j'ai toujours chanté des chansons en ville. Les gens se retournent, c'est insupportable, mais bon, ça leur change leur quotidien. Mais des chansons nous habitent en permanence et je crois qu'il faut effectivement habiter ces romans de tout ce qui nous entoure. Alors, il y en a qui vont peut-être aller chercher des odeurs, des parfums, des paysages. Moi, c'est beaucoup de musique, un peu de peinture. Et Yves Simon, effectivement, qui est parfois plutôt vu comme un écrivain pour lectrice de elle, et ça serait assez méprisant de dire ça parce qu'il y a une vraie poésie, un auteur vraiment à redécouvrir, notamment son livre La dérive des sentiments, et La seconde mort de Werther, qui est un joli petit texte. Et je crois que je vais en lire un extrait jeudi soir, La seconde mort de Werther, parce que je n'ai pas tout annoncé, il y aura quelques surprises quand même. Est-ce que parmi les surprises, on vous entendra chanter? Non. Non, ah bon, Non, voilà. mais pourtant, ça me démange souvent quand même. Mais bon, Bon, voilà. cette fois. Si vous avez envie de faire une véritable surprise, donc je rappelle 15 mai, après-demain, à l'espace Bernanos à 8h30, vous interpréterez en partie L'amour folle en lisant quelques extraits, d'autres poètes. Votre ami Kirill Zaborov jouera du jazz, de ses propres improvisations et ses propres compositions. Et je recommande évidemment à tous les auditeurs de Radio Courtoisie de regarder Folle. Voilà, vous me pardonnerez, j'ai oublié mon bouquin chez moi, j'ai imprimé la couverture. Donc Folle, bah voilà, c'est encore mieux, qui est le dernier roman de Maximilien Frisch, chroniqueur régulier sur Radio Courtoisie, avec une régularité poétique, puisque c'est une fois toutes les 3 semaines. Oui.